Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et pour ce 7 décembre, nous recevons Benjamin Danel, Product Ops et Head of Product chez Tiga. Salut Benjamin, comment ça va ? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Donc je suis Benjamin Danel, je suis Product Ops chez Tiga et ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans des environnements agiles et produits. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert le produit il y a 10 ans et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? Moi, ma carrière, en fait, elle commence dans le développement. J'ai été développeur, donc on voit souvent pour les product people deux types de carrières, ceux qui viennent de la tech et ceux qui viennent finalement plutôt du monde du métier, du commerce, du marketing. Moi, je viens plutôt du dev. À l'époque, on a vu l'agilité arriver et j'ai pris le monde, le train en route. Et comment j'ai commencé vraiment dans le produit, à un moment, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte à moi et j'ai choisi ce sujet-là parce que je me suis dit que c'était là où je pouvais avoir le plus d'impact. Et donc du coup, toi, t'as été dev, puis Scrum Master, puis PO, puis PM, puis coach et maintenant Product Ops. Du coup, t'as vu pas mal de métiers différents du produit. Est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent dans chacune de ces expériences et ou des choses que t'as appris qui t'ont permis d'être un meilleur Product Ops aujourd'hui ? En fait, tu apprends énormément de choses. Le dev et le Scrum Master, en fait, ça m'a appris tout simplement à ce qu'était vraiment le métier du delivery, comment construire du produit et quelles sont les contraintes techniques. Passer côté PO, après, ça m'apprend un peu plus le métier du delivery, mais au niveau du métier. Et passer plutôt côté PM, ça m'a appris à creuser encore plus des aspects stratégiques. Le coaching, ça m'a appris la posture basse, remettre en question finalement les raisons de pourquoi on fait tel ou tel choix. Et tout ça, ça me sert actuellement dans mon métier de Product Ops, où mon but, c'est de faciliter la vie des PO-PM, donc autant les comprendre, avoir les bonnes postures, et comprendre quelles sont les problématiques un peu plus de doer, de comment on met en place, comment on développe les outils et compagnie. Et du coup, quelles évolutions, toi, t'as pu observer dans le product ces dernières années ? Les grosses évolutions que je vois, en fait, il y en a deux. Enfin, je vois tout d'abord, en fait, de manière globale, une professionnalisation, en France en tout cas, du métier. Donc c'est cool, on passe des gens qui étaient plus PO, delivery, à des personnes qui sont plus, on pourrait qualifier maintenant tout le monde de PM, où finalement les aspects discovery et data prennent encore plus d'importance dans la prise de décision. Là, actuellement, tu es Product Ops chez Tiga. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Tiga, de votre vision que vous défendez du produit ? Tiga, donc c'est un cabinet de conseil spécialisé en product management. On se veut comme le bras droit du CPO. Et donc pour ça, en fait, on a différentes offres qui gravitent autour de tout ce qui est product. Donc ça peut être du product management, du product design et désormais du product marketing management. Et donc on a différentes offres autour du renforcement opérationnel, du consulting, mais aussi de la formation à travers la Tiga Academy. Et justement, en parlant de la Tiga Academy, je crois que que tu es même d'ailleurs toujours formateur. Il y a aussi beaucoup de gens chez Tiga qui ont écrit des ouvrages qui font référence, notamment il y a eu Discovery Discipline. Comment est-ce que justement, quand tu es chez Tiga en interne, se passe la transmission de savoir et est-ce que vous avez des moyens de monter en compétences et de partager vos expériences en interne ? Ouais, c'est un des axes très forts chez Tiga, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de rejoindre cette boîte. Un moment dans mon expérience précédente, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de tous les sachants. Et il me manquait justement des gens pour challenger ce que j'apprenais, ce que je voyais sur le terrain. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de Tiga. En fait, chez Tiga, il y a différentes manières de progresser. Et en fait, c'est à toi de trouver celle que tu veux. Mais tu trouveras toujours quelque chose qui te va. Que ce soit en fait le Slack interne dans lequel quand tu as un problème, en fait, tu as 80 PM qui te répondent. Donc c'est quasi aussi bien que French Produit. Mais voilà, mais à une échelle beaucoup plus interne. On connaît tout le monde. Après, il y a tout ce qui est des partages un peu plus informels avec des rex, des tea time, enfin des rex, des tea time aussi qu'on fait. Donc les tea time, c'est une après-midi tous les trimestres où on se rejoint et donc on a une keynote de quelqu'un qui vient discuter et présenter un sujet. Et après, il y a des sessions un peu plus de formation qu'on peut faire. Et puis bien sûr, c'est un moment d'échange entre tous et c'est là où on apprend le plus. Au-delà de ça, on a donc du coup des formations. Donc on a le droit à une formation TIGA par an.
selon ton niveau. Selon ton niveau, tu choisis la formation qui te correspond, mais en tout cas, tu as ce quota qui t'est dédié. Et après, en fait, tu as tout ce qui est l'organisation sous forme de tribe, où tu peux échanger avec des personnes qui sont, intéressées par un sujet. Donc, par exemple, on a une tribe delivery, on a une tribe product ops, on a une tribe autour du design. Et donc, si ça m'intéresse de travailler autour du design, bah, je peux aller m'inscrire dans cette tribe, et du coup, bah, je vais échanger avec des pairs sur ce sujet. Et toi, du coup, en tant que formateur, est-ce que le fait de former d'autres personnes, ça t'a permis de formaliser des compétences que que tu faisais peut-être de façon intuitive ou par habitude, et est-ce que ça t'a permis aussi de progresser, de faire ça? Oui, bah c'est clair. Alors en plus, quand je suis rentré chez Tiga et au moment où j'ai commencé les formations, en fait, j'étais PM. Donc déjà, j'étais pas coach. Et déjà, en fait, le fait d'être formateur, ça m'a aidé à clarifier le discours et avoir des convictions sur justement qu'est-ce que je suis en train de faire pour pouvoir au mieux faire passer ce savoir. Et finalement, être formateur, c'est quelque chose qui est très important parce que justement, ça te permet toi de te reposer les questions de pourquoi je fais telle ou telle chose pour que au moment où tu vas vraiment le faire, en fait, et quand tu dois l'expliquer surtout, en fait, c'est très clair dans ta tête, et comme c'est clair dans ta tête, et ben en fait, ça ressort tout seul pour convaincre les autres. Est-ce que y a quelque chose que t'as appris concernant le produit récemment? Ouais, j'ai été pas mal inspiré de Discovery Discipline. Alors c'est pas un eureka moment, mais en tout cas, en fait, j'étais très séduit par la méthodologie découpée, industrialisée, avoir une méthodologie entre guillemets un peu sur étagère. Bien sûr, après pour la masteriser, il va falloir que tu l'adaptes aussi à toi, mais il y a déjà quelque chose qui est déjà sur place. Et il y a un élément en fait qui m'a marqué et que j'avais pas forcément en visibilité avant. C'est sur la première étape, c'est le damage control. Et c'est te dire que finalement, quand tu cherches un impact, tu sais que tu vas avoir un impact négatif sur quelque chose, tu vas rogner potentiellement sur quelque chose, et donc c'est bien de l'identifier en amont pour justement être sûr que tout le monde est aligné, que par exemple, si je veux travailler sur de l'acquisition, donc je veux avoir plus de nouveaux utilisateurs, à un moment potentiellement ça va jouer sur ma rétention parce que la qualité des personnes que j'aurai acquises ne sera pas la même, donc il faut accepter ce trade-off. Et toi, du coup, pour rester curieux sur le produit et faire de la veille, en dehors de du coup tout ce que Tiga propose et met à disposition, comment est-ce que tu t'y prends? Alors comment je m'y prends? Alors c'est vrai que du coup on a pas mal de ressources chez Tiga, dont la newsletter et le média bien sûr. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je fais, c'est que alors déjà il y a YouTube qui t'aide pas mal sur des replays de conf. Donc on va citer aussi pour pas faire de jaloux, donc il y a la ProduConf, mais aussi School of Product qui fait des très bonnes choses. Donc il faut savoir le dire. Et il y a aussi différentes newsletters. On pense à Le Ticket forcément. Et après, sinon, ce que je fais en dernier, c'est suivre des personnes sur LinkedIn. Et là, en ce moment, je suis pas mal Teresa Torres avec son Opportunity Solution Tree. Et donc, du coup, j'aime vraiment ce qu'elle dit. On passe maintenant à la deuxième partie qui est plus sur ta vision du produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Alors, je lui dirais déjà de ne pas brûler les étapes. Et au lieu de penser tout de suite à faire du discovery, déjà, il y a une première étape qui est de masteriser le delivery. Donc déjà, avoir un peu cette base que tout le monde doit avoir et tout le monde doit gérer, c'est comment ça se passe vraiment le développement d'un produit. Ce que je lui dirais aussi, c'est de s'adapter au contexte. Le contexte est souvent très important dans les différentes boîtes, alors surtout quand on est dans des grosses boîtes. Et donc c'est pas parce qu'on a lu quelque chose, une méthode, et que ça paraît super simple, que ça va être très simple à mettre en place et que ce sera la méthode la plus efficace dans mon contexte. Donc vraiment aussi comprendre finalement pourquoi on fait les choses et l'adapter par rapport au contexte. Et toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le métier et que tu as découvert en faisant? Oui, je dirais toute cette notion de lean management. C'est quelque chose qui est apparu un peu plus tard dans ma carrière. Au début, j'étais PO assez en mode on va faire du delivery, on regarde un petit peu, on fait du cadrage un peu à l'ancienne. Et des fois, je faisais des choses assez machinalement, sans me poser trop de questions, comme ce qu'on disait un peu sur la formation. Et finalement, le lean management, c'est un peu ça, c'est de rechercher l'efficacité de son process, où est-ce qu'on doit mettre du focus, tout ça pour être le plus efficace possible. Et ça, en fait, c'est une philosophie que j'avais pas forcément avant. Et à un moment, en discutant notamment avec des coachs agiles, ça m'a éveillé à tout ça et j'ai trouvé ça super puissant.
Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Comment je le vois évoluer? Alors j'ai l'impression qu'il se professionnalise. Je pense qu'il va y avoir déjà un élément assez fort qui arrive, qui est le no-code. Et ce no-code, j'ai l'impression qu'il va redistribuer finalement la répartition des tâches potentielles entre des product managers et des développeurs. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si dans les grands groupes ça va être rapidement, ça va être facilement le cas. En tout cas, pour des milieux plus startup, scale-up, je pense que cette part va être plus importante de ce qu'on appelle des product builders, des gens qui vont faire à la fois le produit et le développement. Et après, en fait, ce que je vois, c'est ce que je pense qui va arriver de plus en plus, c'est justement cette notion de discovery. Et pour avoir travaillé et travaillé encore dans dans des grands comptes, dans des corporates, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas cette vision du discovery. Il y a encore trop de PO, PM, surtout PO, qui sont très sur le delivery. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est un de mes vœux pieux aussi, c'est que dans 2 ans, il n'y a plus une boîte dans laquelle on ne connaît pas le discovery et on ne fait pas de discovery. Et c'est là où justement, typiquement, le succès des Discovery Disciplines montre qu'il y a un intérêt de beaucoup de personnes et qui va peut-être être justement l'élément booster pour cette transformation. Mais justement, je reviens sur les deux derniers trucs que tu as dit, donc le fait d'avoir plus de discovery et les product builders qui rentrent en force. Est-ce que justement, il n'y a pas un risque avec à l'idée de mettre de plus en plus de product builders? T'as un risque peut-être que justement, comme tu te retrouves à faire concevoir le produit en intégralité et à devoir aussi gérer la discovery en même temps, que ça se fasse au détriment justement de la Oui. discovery puisque tu sois en train de tout faire? Alors c'est une très bonne question sur laquelle j'ai pas forcément de réponse, mais j'ai des pistes. En fait, la première, c'est de se dire que déjà, on va gagner du temps. Enfin, il y a du temps qui va être gagné, tout le temps de synchronisation avec les équipes de dev, puisque finalement, t'as pas besoin de te synchroniser avec toi-même, entre le PM et le dev. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, en fait, ce qui peut arriver, c'est que finalement, les périmètres vont être restreints. Et donc, comme les périmètres vont être restreints, bah, tu auras moins de discovery, moins de delivery à faire. Et donc, finalement, tu vas réussir à gérer ton temps sur un périmètre plus petit sur lequel tu pourras adresser de bout en bout la chaîne. Alors qu'avant, finalement, on avait des périmètres un peu plus gros, puisqu'on se les répartissait entre PM et entre développeurs. Et donc, c'était des fois un peu plus compliqué de faire à la fois du discovery et du delivery. C'est souvent ce que je dis dans des missions de coaching. Quand les gens me demandent, bah oui, en fait, j'ai du mal à organiser, à me délivrer du temps sur ma discovery. Et la première des questions que je lui pose, c'est combien de devs t'as? Et quand la personne me dit, bah j'ai 7 devs dans mon équipe, je lui dis, de toute façon, tu pourras essayer plein de choses. Tu seras toujours pris par tes devs. Et alimenter 7 devs, ça te laisse très peu de temps pour ton discovery. Donc à un moment, peut-être que l'idée, c'est de réduire ton périmètre. Et si tu avais 3-4 devs, bah, ça te demanderait forcément moins de temps au niveau de ton delivery. Et du coup, ce temps, tu pourrais l'investir sur de la discovery. Et je pense que c'est la même chose avec ta notion de product builder. Si tu réduis ton périmètre, finalement, tu pourras faire à la fois, entre guillemets, ta discovery, ta delivery et même ta delivery et ton build, quoi. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes plus gros challenges? Alors mes plus gros challenges, je suis dans un contexte de transformation dans un grand groupe et, euh, et en fait c'est finalement d'embarquer les métiers, de leur faire comprendre pourquoi c'est important de faire du discovery. Ça c'est un de mes gros challenges. Et mon deuxième gros challenge, c'est celui un peu de toutes les grandes boîtes, enfin en tout cas de beaucoup de grandes boîtes et de beaucoup de POPM, c'est d'en faire des PM data informed. Donc des gens qui sont vraiment euh, donc le premier réflexe doit être d'aller voir de la data pour définir les bons insights et pour se faire des convictions aussi qu'on est en train de traiter le bon sujet, d'aller justement récupérer des insights pour confirmer ça. Toi, du coup, en tant que Product Ops, donc tu accompagnes des squads, comment est-ce que tu arrives à faire accepter les outils, les frameworks et les méthodes que tu proposes, et est-ce que tu t'adaptes à chaque équipe, ou est-ce que au contraire, tu essaies de trouver une solution globale qui convient à toutes les sous-équipes dans le contexte? Alors, il faut revenir aussi finalement un peu à la définition d'un product ops. Et pour moi, la définition d'un product ops, c'est quelqu'un qui va faciliter la vie des PM, mais at scale. Donc, on est forcément obligé de ne pas raisonner on va travailler que pour une équipe. Donc déjà, en fait, par rapport à ta question, il y a déjà un axe de je me concentre que sur les sujets sur lesquels il y a au moins deux PO, PM qui ont ce problème-là. Et comment je fais?
un peu comme un produit assez classique. L'idée, c'est de repartir du pain point. Donc, pourquoi les personnes ont besoin d'un nouvel outil? Est-ce que l'amélioration du process actuel, typiquement, peut suffire? Ou est-ce qu'il faut complètement changer de solution et pivoter? Ça peut ressembler un peu à un pivot. Et une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a fait ce choix de l'outil, du framework, de la méthode ou n'importe, comment on fait pour vraiment évangéliser? En fait, moi j'ai la politique du petit pas. Et la politique du petit pas, c'est de commencer avec des bêta-testeurs, de faire des success stories. Et une fois que les gens se sont rendus compte de la valeur, qu'on a éprouvé la valeur dans le contexte très précis, bah de communiquer, de faire en sorte que les gens sentent qu'il y a un vrai gain à aller sur ce nouvel outil, sur ce nouveau framework. Et à partir de là, on commence aussi à faire des guidelines avec tout le monde pour prendre en compte les différentes problématiques de chacun, pour avoir une espèce de gouvernance autour des outils, des frameworks. Et ensuite, il y a tout l'aspect un peu plus coaching one-to-one et training en fonction des besoins des différentes personnes. Et justement, dans le métier de Product Ops, il y a donc les outils et comment est-ce que les équipes se les approprient, mais est-ce qu'il y a aussi une part de s'assurer que les équipes gardent une vision globale du produit et soient pas toutes cloisonnées dans leur feature ou dans leur périmètre justement, et que ça crée du coup indirectement des frictions pour l'utilisateur parce qu'il n'y a plus une vision globale. Alors, je dirais que déjà, le rôle du Product Ops est un rôle assez naissant. Et moi, ma conviction, c'est que ça doit faciliter la vie des product managers. Ok? Et donc, on parle d'outils et compagnie, mais c'est pas un rôle très lié au produit. C'est plutôt un job en transverse. Et ce job d'amener de la cohérence, pour moi, il est plutôt porté par les communautés de pratique, les échanges que doivent avoir les PM, et aussi, bien sûr, porté par le management, le fait de dire que tu as des head of product qui discutent entre eux, qui font en sorte que les solutions, que les PM se parlent et compagnie. Mais c'est pas tant le job pour moi d'un product ops. Mais après, ça dépend beaucoup. Et il n'y a pas une définition sur laquelle tout le monde est aligné du job. Donc, ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait des product ops qui soient intéressés, qui soient moteurs sur ce type de problématique. Et du coup, pour toi, c'est quoi ta définition d'un bon Product Ops et par extension d'une bonne équipe produit? Alors, un bon product ops pour moi, c'est quelqu'un qui sait analyser un problème, qui est assez, enfin, qui est très sensible à la notion de lean management dans le sens où on va optimiser au maximum les process actuels, et il a une mentalité de doer dans le sens où à un moment faut mettre un peu plus les mains dans le cambouis pour proposer des choses, et c'est là où il y a une grande différence par rapport à des coachs assez classiques. Et une bonne organisation produit, pour une bonne équipe produit, qu'est-ce qui la qualifie? Pour moi, il y a deux éléments. Il y a la collaboration, le fait que les gens se parlent, qu'il n'y ait pas de silo. Et il y a vraiment cette notion aussi qui va un peu avec la collaboration, mais c'est aussi le fait que tout le monde s'entraide. Et justement, est-ce qu'il faut mieux une équipe produit constituée d'experts ou de profils polyvalents? Je vais te faire une réponse de Normand, un peu les deux. Pourquoi? En fait, parce que si tu n'as que des experts, tu risques d'avoir des discussions avec des gens qui ont des avis très tranchés et qui veulent pas lâcher. Et donc ton produit, finalement, tu vas, tu vas jamais réussir à le sortir parce que ça va être très compliqué. Et puis après, bah, des experts en quoi? Ce qui est important aussi, c'est que si on prend l'exemple du foot, en plus on est en Coupe du Monde, tu peux pas mettre 10 Mbappé, même si c'est le meilleur joueur du monde, avec 10 Mbappé, tu gagneras pas ta Coupe du Monde, hein. Parce qu'il te faut un moment des défenseurs, il te faut des gens au milieu bah, qui vont aller faire le sale boulot. Donc il faut tout. Et il faut une dynamique de groupe. Et c'est pour ça que souvent, j'ai tendance à dire que il y a des gens, le métier, le produit, le développement, c'est pas forcément leur cœur de métier. Et donc, il faut des gens comme ça. Il faut des gens qui amènent un peu de fun dans les équipes. Donc avoir des experts, en fait, c'est pas forcément toujours le mieux. Et en plus, le pire, c'est que si tu as vraiment des experts très précis et qu'il n'y en a qu'un par équipe, le risque que tu as, c'est le fameux buzz factor. C'est que si demain, cette personne, elle met sa dème ou elle a un accident important et qu'elle peut pas venir travailler, eh ben, tu mets en péril finalement ton équipe et ton produit.
On passe maintenant à la troisième partie qui est sur le sujet du jour. De quoi est-ce que tu as décidé de nous parler? J'ai décidé de vous parler de Product Board. Et du coup, qu'est-ce que Product Board et pourquoi avoir choisi de nous parler de ça? Product Board, alors on peut le voir un peu comme le sabre laser du PM. C'est un peu un outil magique, entre guillemets, dans le sens où ça te permet de centraliser les insights, d'aider à la priorisation de tes différentes features et communiquer sur les roadmaps. Tout ça à travers un outil dans lequel, en fait, toutes les données, c'est un peu le single source of truth. On remplit tout à un endroit et après, ça te fait différentes vues et compagnie. En fait, pourquoi j'ai choisi de parler de ça et pourquoi c'est quelque chose qui prend une part assez importante en fait souvent dans les missions de coaching et de product ops. En fait, c'est parce qu'il adresse des pain points qui sont assez classiques dans les organisations et qu'on retrouve assez fréquemment. Le premier, c'est les roadmaps. Comment les gens communiquent au niveau des roadmaps, comment les roadmaps sont synchronisés, les formats et compagnie. Et ça, c'est un peu une des propositions de valeur de Product Board. Le deuxième, c'est la priorisation. Comment je fais une priorisation basée sur des insights et qui soit la plus objective possible. Et ça, idem, Product Board le traite. Et le troisième élément, c'est que quand tu fais de la discovery, à un moment, tu arrives à un nombre de données assez important. Comment tu fais en sorte que ces données elles soient centralisées pour être réutilisées? Idem, à travers la gestion des insights, Product Board l'aborde. Et donc, souvent, quand on fait des missions de coaching, quand on arrive dans des organisations et qu'on est Product Ops, on se rend compte qu'il y a un, deux ou ces trois problèmes-là. Et finalement, la solution qui arrive tout de suite, c'est Product Board. Mais j'aurais pu parler aussi, pour pas faire de pub, d'autres solutions qui rentrent un petit peu dans ce domaine-là, type Harvester, pour faire un petit côté cocorico. À qui ça s'adresse? À qui est-ce que tu conseillerais Product Board et à qui tu ne le conseillerais pas? Alors, à qui je le conseillerais? Je le conseillerais à toute organisation qui a qui rencontre un des trois problèmes que j'ai mentionné par au-dessus. À qui je le conseillerais pas? En fait, je le conseillerais pas à des organisations qui sont un peu petites et qui pour l'instant vivotent à travers un Notion et le Notion en fait fait le job par rapport à ces trois éléments-là. Je leur conseillerais de rester sur ce qu'ils ont actuellement et pas rajouter un énième outil dans leur système. Ok, et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui du coup souhaite débuter avec Product Board et le prendre en main? Alors comme Product Board adresse plein de fonctionnalités, enfin en tout cas il y a un vrai workflow, il y a vraiment 3-4 grosses features. Je lui conseillerais d'abord de se poser la question de pourquoi il adopte Product Board et de se focaliser sur comment l'outil va répondre à son problème à lui. Et ensuite, je lui dirais, commence avec une petite équipe, politique du petit pas, un périmètre, une feature, et vas-y, essaye, vois quelle valeur ça t'apporte, et ensuite, essaye d'élargir au fur et à mesure à un périmètre plus gros, à plus d'équipes, plus de PM et compagnie. Et après, tu arrives à onboarder tes équipes de sales, de market et compagnie. Pour terminer, est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils que tu pourrais donner aux gens pour justement tirer au mieux profit de Product Board? Le premier, c'est de définir des guidelines pour faire en sorte que quand vous êtes plusieurs, vous l'utilisez de la même manière. C'est un outil qui est assez modulable et donc on peut vite en fait retomber sur le travers de chacun à sa manière de nommer les features, de définir qu'est-ce qu'une feature. Et donc après, si tu essayes de faire des visions consolidées de tout, tu te retrouves avec un espèce de patchwork. Et donc tu perds un des grands intérêts de Product Board. Le deuxième élément que je donnerais comme conseil à des personnes qui voudraient se lancer, c'est que Product Board, notamment sur sa notion de roadmap, l'idée c'est que ces roadmaps elles soient le plus parlantes possible. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des emojis, notamment dans les features, pour que les gens comprennent assez rapidement de quoi on va parler, et aussi de nommer les releases, et pas juste d'avoir des releases V1.12, mais avoir le nom de la main feature à coller. Et donc comme ça, en fait, on arrive vite à faire les liens, quitte à les rechanger, à renommer les versions un peu de manière plus fréquente, mais en tout cas, ça peut aider dans la visibilité. Ok, trop cool, merci pour ces conseils, et merci surtout d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, ou un mot de la fin? Non, merci, et puis bravo pour l'initiative. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!